7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve donc David Engels, philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle pour sa chronique justement Europe et identité. Bonjour David Engels. Bonjour, chère Lieselotte, bonjour, chers auditeurs. Alors, vous êtes-vous déjà demandé ce qui était encore pire pour un militant de droite que de ne pas avoir du succès sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, être pris pour un islamo-gauchiste peut-être. Ah, pas mal. Mais ce n'est pas à cela que je pensais, non. Ce qui est pire de ne pas avoir du succès sur Twitter, TikTok ou Instagram, c'est d'y avoir du succès. Ah bon, alors vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, eh bien, je ne sais pas si vous connaissez cette impression, mais moi, en tout cas, les posts qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux dont j'ai un peu honte. Honte, non pas d'avoir dit ce que j'avais à dire, mais honte de l'avoir fait de manière forcément trop simpliste, polémique, rentre dedans. C'est pourquoi je dis que la seule chose pire que de ne pas avoir du succès sur les réseaux, c'est d'en avoir et de contribuer ainsi forcément à une certaine simplification et aussi radicalisation du discours. C'est inévitable, peut-être même nécessaire, mais cela contribue à un fonctionnement social que nous ne pouvons reconnaître que comme malsain. Et en effet, je ne crois pas être le seul à penser ainsi. De nombreux conservateurs et patriotes bien intentionnés se demandent de plus en plus si l'utilisation de Twitter, Instagram ou TikTok, et je laisse de côté ici Facebook qui est mort de toute manière, est vraiment la bonne façon de défendre une civilisation dont le déclin spirituel et probablement aussi culturel coïncide assez bien avec l'ascension de son progrès technologique. Peut-on être une vraie threadwife tout en étant braqué non-stop sur les réseaux sociaux? Peut-on vraiment faire l'éloge de la littérature française en se concentrant sur des posts de 280 caractères au maximum? Peut-on célébrer la bonne vie en participant à sa réduction aux petites images qui circulent sur un écran de smartphone? Peut-on vraiment se targuer de reconquérir son pays en se bornant à troller les commentaires des médias de gauche? En résumé, n'est-il pas contre-intuitif de faire de la publicité pour la tradition par le biais de médias dont l'impact sur la déconstruction de ce qu'il reste de cette même tradition est évident? Et en effet, vu comme ça, alors est-ce que c'est vraiment contre-intuitif? Eh bien, d'un point de vue ultramontaniste, je dirais que oui. Et la réponse moralement juste aux problèmes posés par la modernité, y compris les réseaux sociaux, consisterait sans doute à imiter le mode de vie des Amish, par exemple, et à laisser rigoureusement la technologie moderne de côté. On sent qu'il y a un mais. Oui, en effet, il y a un grand mais, car ce serait sans doute une fuite. Si nous examinons la dynamique des grandes civilisations dans le passé, nous comprenons que nous, les Européens du XXIe siècle, sommes condamnés à vivre à la fois avec et contre la modernité, que nous le veuillions ou pas. Bien sûr, nous pouvons essayer de faire comme si et adopter de notre plein gré un style de vie correspondant aux périodes dans lesquelles nous préférerions vivre. Mais si cela peut peut-être nous assurer une vie meilleure et plus harmonieuse, son authenticité restera toujours un peu factice. Sauf bien sûr pour ceux qui ont le courage de sortir totalement de l'histoire, pour se retirer, par exemple, dans un monastère ou un ermitage. Mais pour tous les autres, dont la mission ne réside pas dans une intériorité radicale, mais dans une vie publique, la technologie n'est pas seulement une malédiction, c'est aussi un destin. Même les premiers chrétiens, bien que rejetant leur modernité à eux, et s'attendant même à un retour immédiat du Seigneur, ont utilisé le réseau routier, le service postal, le système juridique des Romains pour répandre leur foi, tout en rejetant en grande partie cette même civilisation. Alors justement, David Engels, où poser la limite? Oui, cela signifie-t-il que nous sommes tenus non seulement d'accepter comme inévitable, mais aussi d'adhérer à n'importe quelle nouvelle tendance suivie par la civilisation européenne? Non. Car si c'était vrai, nous ne serions pas ici en train de célébrer les grandes réalisations de notre passé et d'accepter notre propre marginalisation sociale, mais plutôt en train de hurler avec les loups et d'approuver l'intersectionnalisme, l'idéologie du genre et l'écolo-communisme, qui sont tous sans aucun doute le dernier état de la pensée dominante européenne. Et il est donc évident que sortir de l'histoire, analyser de manière critique le présent, étudier ses tendances et ne reprendre que ce qui semble juste et vrai n'est pas contraire à notre lutte, mais nécessaire.
Si nous défendons l'Europe, ce n'est pas seulement par amour indistinct de notre civilisation telle qu'elle se présente aujourd'hui, mais aussi à cause d'une certaine vision de son identité profonde, d'un certain choix que nous faisons. Ce n'est pas l'Europe du wokisme, du faux égalitarisme, de la haine de soi, du crédit social et de l'hypocrisie que nous nous efforçons de défendre, mais l'Europe qui a voulu faire réaliser sa vision spécifique de Dieu, de la vérité, de la beauté et de la bonté. Si nous avons cette vision-là en tête, notre utilisation des moyens de communication que nous savons néfastes peut donc être défendable. Oui, donc si on comprend bien, la fin peut justifier les moyens. En gros, oui, du moins si l'utilisation des moyens elle-même se borne au strict nécessaire. D'autant plus qu'il est prévisible que l'impact sociétal de la technologie de pointe risque de toute manière de diminuer dans les décennies à suivre. Diminuer, mais pourtant le progrès semble devenir de plus en plus dystopique, David Engels. Et en effet, il le devient, mais pas de manière éternelle, je crois. Car l'histoire comparée nous enseigne que le progrès technologique n'est que très partiellement un processus universel et linéaire. Bien qu'il existe indubitablement certaines tendances arithmétiques à l'accumulation des richesses et des connaissances, c'est surtout l'apparition des grandes civilisations qui transforment les accumulations primitives de quantité en sauts qualitatifs. Ainsi, toutes les civilisations développent leur propre approche très spécifique de la technologie, atteignant toujours un point culminant vers la fin de leur propre phase moderne. Les royaumes combattants dans la Chine ancienne, l'époque hellénistique du monde gréco-romain, le califat abbasside dans le monde Proche-Orient ou le monde occidental des 19e et 20e siècles, toutes ces périodes modernes sont caractérisées par la dynamique parallèle d'un progrès technologique rapide et remarquable. Mais nous constatons également qu'une fois atteint le stade final de l'état-civilisation, sous Auguste, sous les empereurs Han ou sous les Fatimides, le progrès technologique commence à stagner et à revenir à des formes de plus en plus primitives. Nous serions donc également programmés pour la stagnation, si je comprends bien. C'est exactement ce que nous devons attendre de la technologie moderne au cours du XXIe siècle. Un certain pic, puis une stagnation, et enfin une simplification lente mais inexorable, ce qui signifierait que la plupart de nos préoccupations actuelles concernant les technologies futures n'auront probablement qu'un intérêt théorique. Ainsi, si l'on se retourne vers le passé, le saut technologique qui sépare le début du XIXe siècle du début du XXe siècle est, je crois, beaucoup plus important que celui qui sépare ce dernier de notre présent. En outre, de nombreuses technologies sont déjà en train d'être déconstruites sous nos yeux, en particulier en Europe. Les trains magnétiques, comme le Transrapide, les avions de ligne ultrasonique comme le Concorde, les technologies de transport comme les aéroglisseurs, même les moteurs à combustion et l'énergie nucléaire, toutes ces technologies sont en train d'être abandonnées, ou en tout cas leur utilisation consciemment refusée sous nos yeux. Tandis que les élites poussent massivement des absurdités antiscientifiques telles que les études du genre, l'apocalyptisme climatique ou l'autodéconstruction identitaire postcoloniale. Ce n'est qu'une question de temps, même avant que cette attitude anti-technologique n'atteigne aussi les États-Unis, actuellement dernier bastion du progressisme. Peut-être enverrons-nous encore des hommes sur Mars, mais ce sera probablement la fin de l'aventure spatiale. Peut-être commencerons-nous à relier les hommes et les machines, mais je doute que nous allions plus loin qu'un premier pas, probablement désastreux d'ailleurs. Peut-être l'intelligence artificielle deviendra-t-elle encore plus impressionnante aux yeux du spectateur naïf, mais elle ne pensera jamais vraiment d'elle-même. Car de toute manière, à ce moment-là, le monde occidental sera entièrement consumé par sa guerre, ou en tout cas son désordre civil immanent, et ce qui sortira ne pourra guère aller au-delà de stabiliser, canoniser et rassurer. Alors si l'histoire met un terme à la dystopie technologique, ne serait-ce pas une bonne chose? Personnellement, j'ai tendance à croire que la technologie est de toute manière assez neutre sur le plan civilisationnel, ce qui surprendra peut-être de prime abord. Mais créativité et stagnation, liberté et autoritarisme, transcendance et matérialisme, tout cela peut se produire aussi bien dans un environnement de l'âge de pierre, comme la civilisation maya, que dans un environnement de haute technologie, comme l'Europe moderne, car tout dépend du moment historique respectif et de la maturité politique et morale des utilisateurs. Aussi, il n'est pas impossible que de petits progrès limités se produisent encore. D'une part,
même si aucune technologie fondamentalement nouvelle ne serait découverte, leurs applications peuvent encore être développées, affinées, créant ainsi quelques avancées marginales. D'autre part, les deux principaux domaines d'intérêt d'une civilisation tardive peuvent encore faire l'objet d'une attention accrue, non seulement de la part des élites, mais aussi des masses. Les technologies de surveillance et les paradis artificiels, le bâton et la carotte de chaque empire civilisationnel tardif. Mais ce sera probablement le prix à payer pour un âge augustéen européen de paix sociale et de prospérité économique, et aussi le palliatif pour une population qui cesse de plus en plus d'être résiliente, responsable et combative, et qui ne cherche que ses intérêts matériels immédiats et l'assouvissement de ses ressentiments à court terme. Je reconnais là votre optimisme légendaire, cher David. En tout cas, vous nous avez donné ample matière à rumination, c'est parfait avant le week-end. Et puis, nous ne cacherons pas aux auditeurs qu'en dépit de votre technoscepticisme, il peut bien sûr vous suivre sur Twitter, YouTube ou Instagram. Est-ce que vous voulez rappeler d'ailleurs votre nom sur Twitter, tant qu'on y est, comme ça ils vous trouveront très rapidement et très facilement. Oui, très volontiers. En fait, sur Twitter, c'est David Engels 12. Donc, c'est juste ça. Écoutez, allez-y, chers auditeurs, suivez David Engels et ses travaux. Et puis, on va continuer de vous recevoir tous les vendredis pour pouvoir passer nos week-ends à Gamberger. Merci beaucoup, David Engels. À la semaine prochaine. Au revoir.